C'est le grand entretien de ce Smart Impact avec cette question. Êtes-vous prêt, êtes-vous prête pour l'impact? Je la pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie et je reçois Florence Jasmin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la déléguée générale du PEX, Partenariat pour l'excellence des éco-entreprises. C'est quoi le PEX? Le PEX, c'est un réseau de réseaux. Nos membres sont des fédérations, syndicats, pôles de compétitivité et on fédère la filière française des éco-entreprises. Donc c'est à peu près 6000 entreprises au niveau de nos réseaux qui travaillent dans tous les territoires, dans tous les secteurs de l'environnement. Donc on a un réseau historique et implanté nationalement. Alors, je vais donner quelques chiffres. Chef de file de la filière des solutions françaises de transition écologique depuis plus de 20 ans, 40 réseaux d'éco-entreprises, 6000 entreprises, vous l'avez dit. Ça couvre tous les secteurs de la transition écologique, énergétique et circulaire, avec un maillage du territoire. J'aurais pu commencer par là. C'est quoi une éco-entreprise? Je vais faire simple. Il y a une vraie définition qui date de l'OCDE, qui date de 1990, qui avait été établie par l'OCDE. Mais pour faire simple, c'est une entreprise qui propose des solutions permettant de réduire leur impact sur l'environnement. Donc, ce sont les entreprises qui répondent aux enjeux de transition écologique, énergétique et circulaire. Donc, on va retrouver aussi bien des entreprises qui sont sur la décarbonation, sur l'adaptation au changement climatique, sur la pollution des sols, la pollution de l'air. Enfin, c'est très large, la biodiversité, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la gestion des déchets, l'hydrogène. Est-ce qu'on peut dire qu'en 2 décennies, c'est de plus en plus vaste? Vous voyez ce que c'est de plus en plus vaste. Au départ, en fait, on était très centralisé sur la protection de l'environnement. Et puis, après, il y a eu des tendances beaucoup sur les émissions de carbone. Et on sent que les tendances évoluent. Là, on est beaucoup en ce moment sur l'économie circulaire, la protection de la ressource, l'utilisation de la ressource pour en refaire d'autres produits qui sont utiles. Donc oui, il y a des évolutions. Et puis, il y a quelques années, on ne parlait pas beaucoup de biodiversité, par exemple. Maintenant, c'est le cœur de plein de sujets. Donc oui, il y a vraiment des tendances et c'est de plus en plus large, en fait. Alors, on parle de clusters, de pôles d'activité, d'associations professionnelles. Vous fédérez un peu tout ça. On rappelle, c'est quoi un cluster? Alors, suite au Covid, on m'a dit qu'il ne faut plus utiliser le terme cluster, mais globalement, c'est un regroupement d'entreprises, donc c'est un réseau. Ce sont des entreprises qui cotisent pour appartenir à un réseau. Qui font la même chose, la même activité? Au sein du PEX, ce sont des réseaux qui font la même activité. Ils sont spécialisés dans les éco-activités. Il peut y avoir des réseaux qui sont orientés pour les dirigeants d'entreprise. Nous, c'est vraiment la thématique qui fait que les entreprises rejoignent le réseau. Mais le réseau va les accompagner sur les sujets de financement, de développement à l'international, de business, de sujets RH. Vous créez quoi? Des synergies entre ces différents réseaux? Des synergies, on les aide à aller plus vite. Alors, on a tout un travail de structuration, d'accompagnement, d'échange. Il y a beaucoup d'événements en ce moment sur la transition écologique. Par exemple, on partage un calendrier pour dire il y a ça. À telle période, on va essayer de pas faire ensemble. On va essayer de faire des événements ensemble. On va essayer de mutualiser des fiches pratiques. J'aime bien justement l'idée des bonnes pratiques. J'emploie souvent cette expression dans l'émission. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques de l'économie circulaire qui sont finalement utilisées par, je vais dire, la rénovation énergétique? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on réussit à créer comme ça des ponts entre les secteurs qui dire, hier, j'ai eu une discussion sur adaptation au changement climatique et économie circulaire. Je me dis, pourquoi pas? C'est vrai, on réutilise des matériaux, ça peut être utile pour rafraîchir, ainsi de suite. Donc oui, il y a des croisements qui se font et ça permet en effet aux réseaux qui sont très spécialisés dans une thématique de discuter avec d'autres réseaux sur la qualité de l'air, aussi avec des réseaux, je sais qu'ils ont travaillé avec le réseau qui fédère les entreprises en Bretagne. Donc il y a des synergies, des croisements régionaux, thématiques qui sont... Alors évidemment, vous nous intéressez parce que vous êtes une sorte de vigie de ces éco-activités ou de ces éco-entreprises. Vous publiez d'ailleurs régulièrement un observatoire, l'Observatoire des éco-entreprises. Quelles sont les dernières évolutions du secteur? Les dernières évolutions, ce qu'on voit, ce sont des entreprises positives parce que donc dans le questionnaire qu'on leur adresse, on a un taux de retour autour de 4,5 sur 5. Donc c'est des entreprises très positives qui sont structurées, qui sont optimistes, qui vont à l'international, puisqu'il y en a 40% qui vont à l'export, avec un chiffre d'affaires qui est autour de 23%. Donc, ces entreprises qui recrutent, ces entreprises qui ont des vraies solutions techniques et
Je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail en tous les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des entreprises qui croient en ce qu'elles font et qui ont un vrai savoir-faire et qui arrivent à le commercialiser. Bon, elles ont des freins, elles ont besoin d'accompagnement sur le financement, sur l'international, mais globalement, elles sont reconnues dans ce qu'elles font et elles l'incarnent. Oui. Ouais. Alors, au niveau, alors là, je pense par exemple au COP, au niveau mondial, etc. On a mis beaucoup d'énergie et peut-être aussi d'argent sur les moyens de lutter contre le changement climatique, de freiner, de faire en sorte de ne pas dépasser les 1,5, les 2% par rapport à l'ère pré-industrielle. Et plus ça va, plus on nous dit il faut peut-être mettre les moyens sur l'atténuation ou l'adaptation. Tout à fait. Est-ce que vous voyez cette tendance-là apparaître aussi dans les entreprises ? Oui, tout à fait. Parce qu'au départ, on était vraiment sur la protection de l'environnement. Et maintenant, on parle beaucoup d'adaptation. L'atténuation, c'est les énergies renouvelables notamment, donc la décarbonation. Et maintenant, on voit des fortes demandes, aussi bien de la part des collectivités que de la part des industriels, des promoteurs, sur les sujets d'adaptation. Donc sur le mieux vivre en ville, sur les sujets de vulnérabilité, de risque inondation, d'érosion. Oui, c'est un sujet qui se développe de plus en plus. Et on le voit, les tendances au niveau de notre annuaire, c'est un secteur qui se développe. Ouais. Est-ce que c'est pas un renoncement, c'est-à-dire une façon de dire on a perdu la bataille c'est pas faux, du climat, pas faux. Parce que c'est un argument qu'on a beaucoup entendu en disant mais non, faut pas parler d'adaptation parce que ça veut dire qu'on a renoncé aux 2%, aux 2 degrés. Je suis d'accord. N'empêche, on voit ce qu'on vit avec les épisodes extrêmes, on n'a pas le choix. Donc il faut s'adapter. Donc en effet, il faut travailler sur l'atténuation, il faut continuer à faire le maximum pour essayer de limiter le réchauffement climatique, mais il faut aussi apprendre à s'adapter. Est-ce que ce sont des entreprises qui sont forcément plutôt locales ou nationales et qui ont du mal à se développer à l'international, ou est-ce qu'il y a de tout en fait ? Il y a de tout en fait au niveau de l'observatoire. Donc nous, c'est par rapport aux entreprises qui sont fédérées au sein de nos réseaux. Donc beaucoup de pôles de compétitivité, beaucoup d'entreprises innovantes. Il y en a presque 1 sur 2 qui se déclarent, parce que c'est du déclaratif quand même, dans une dimension plutôt start-up. Et la taille moyenne d'une éco-entreprise, c'est autour de 20 collaborateurs. Donc ce sont des petites entreprises. Il y en a presque un tiers qui fait, seulement un tiers, on va dire, qui fait au-delà de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc elles sont souvent implantées localement. Et c'est ça aussi qui fait la force. C'est vraiment un tissu économique dans les territoires. Et les embauches sont locales. Donc il y a en même temps des grands groupes, en même temps des ETI, en même temps des PME et des TPE. Est-ce qu'il y a plus de femmes à la tête de ces éco-entreprises que d'hommes ? À mon grand Par désespoir, rapport à la proportion... À mon grand désespoir, ce ne sont pas des entreprises plus vertueuses que les autres sur ce sujet-là. En fait, il n'y a que 30% de femmes au sein des collaborateurs. Au niveau des équipes dirigeantes, c'est que 13%. Donc c'est encore très très masculin. En tout cas, celles qu'on côtoie, il y a beaucoup d'hommes plutôt techniques, ingénieurs à la tête. Donc les 30%, c'est ce qu'on retrouve dans les écoles d'ingénieurs aussi, au niveau des femmes. Donc on peut mieux faire. Alors il y a un principe dans cette émission, c'est que l'invité du Grand Entretien pose une question à celui ou celle de la semaine suivante. C'était Corinne Lepage qui était à votre place, l'avocate, l'ancienne ministre. Voici sa question. Bonjour Florence Jasmin. Je suis heureuse de vous poser cette question par caméra interposée. Vous avez un rôle très important dans la mobilisation de nos entreprises en faveur de l'environnement et de l'activité économique liée à l'environnement. Comment voyez-vous les perspectives pour 2026 ? Est-ce que vous êtes optimiste ? On pourrait poser la question comme ça. La situation n'est pas simple, aussi bien sur les défis environnementaux, sur l'économie, sur les défis sociétaux. Ce que je vous disais, c'est que la filière française est bien structurée, elle existe depuis longtemps. On a des entreprises qui sont positives aussi, qui sont dynamiques, qui sont résilientes. Donc ça, c'est plutôt positif. Et on voit que la dimension environnementale, même si on vit plein de choses en ce moment qui ne sont pas très agréables à entendre sur le sujet environnement, que c'est quand même incarné au niveau des citoyens, au niveau des entreprises, au niveau des territoires. Donc je suis plutôt optimiste par rapport à ça. Notre rôle, ça va être justement de travailler, de fournir des actions encore plus concrètes pour mieux accompagner les entreprises. Et ça, on en fait régulièrement. On a des événements comme le Forum et d'autres. Et justement, avec Corinne Lepage, il y a 10 ans, lors de la COP 21 en 2015, au moment des accords de Paris, on avait fait un événement sur l'adaptation au changement climatique et le littoral. Donc, on parlait déjà d'adaptation au changement climatique. Et régulièrement, on fait ce type d'événement avec des laboratoires de recherche, des entreprises, pour faire connaître ce
savoir-faire français. Alors, il y a plein, on a bien compris, les éco-activités, les éco-entreprises, c'est plein de secteurs différents. Est-ce que l'économie circulaire prend de plus en plus de place? Tout à fait. Tout à fait. Aussi dans une logique de souveraineté, de fait d'avoir des matières localement, et puis d'économie, de fonctionnalité. Donc tout à fait. On en parle, nous, en ce moment, beaucoup, justement, sur le sujet de la construction. Donc on fait un événement, une rencontre Ecotech Innovation bientôt, sur ce sujet-là notamment. Donc le secteur du bâtiment, comment il intègre la logique d'économie circulaire? Tout à fait. Oui. Comment on utilise des déchets pour que ça redevienne des matières, par exemple. C'est facile de convaincre à passer ou à parce que parfois c'est presque un changement de modèle économique quand on parle d'économie circulaire. Mais je trouve qu'on est de plus en plus, enfin au niveau du PEX, de plus en plus en relation avec des personnes qui sont conscientes de ces enjeux-là et qui ont envie d'avancer. Alors il peut y avoir des surcoûts, ça c'est vrai. Après, ce qu'il faut au niveau des éco-entreprises, c'est que l'offre ne soit pas tellement plus chère ou pas plus chère qu'une offre traditionnelle. C'est pas facile à tenir, ça, parfois. C'est pas facile, mais elles font preuve d'ingéniosité. Et vraiment, on voit passer tellement de solutions super intéressantes. On peut parler d'algues, on peut parler, enfin, pas forcément. Si, allez-y, donnez des solutions. Mais par exemple, dernièrement, j'ai vu des algues qui sont utilisées pour des matériaux de construction ou des algues qui sont utilisées pour faire de la peinture qui va permettre de faire des revêtements blancs et donc de limiter la température au niveau des bâtiments. Il y a tellement de solutions et la France, j'ai l'impression, recèle de plein de belles innovations. Ouais. Donc vous nous dites, il y a une appétence finalement, vous n'avez presque pas besoin de convaincre, les gens arrivent en disant on veut basculer vers une économie plus circulaire. Mais à côté de ça, vous y avez fait référence, mais rapidement, et je comprends que vous ne vouliez pas forcément y passer 10 minutes, mais on est dans un contexte géopolitique qui est quand même plutôt désarmant ou démotivant. Vous ne le ressentez pas, ça Si, je ne veux pas dire que je ne le ressens pas. Non, mais même chez vos adhérents, dans ces entreprises qui sont membres du PEX. Quoi. Alors, au niveau de nos réseaux, justement, on avait une réunion ce matin avec eux. Je vous interromps, je vous laisse. Parce que ça peut être dur de porter des enjeux d'économie circulaire, de lutte contre le réchauffement, d'énergie renouvelable, quand à côté de ça, on a le président américain qui dit c'est l'arnaque du siècle. Oui, c'est dur. C'est dur. Ouais. Après, moi, ça fait 30 ans que je travaille dans l'environnement. Il y a eu des hauts débats. Quand j'ai commencé, l'environnement, tout le monde s'en moquait. Donc, oui, c'est pas facile. Au niveau de nos réseaux, eux-mêmes voient parfois des entreprises qui ne vont pas très bien et qui n'adhèrent plus. Donc, ils sont aussi dans une phase de recherche et de mobiliser les entreprises. Mais n'empêche que je trouve qu'au niveau de notre écosystème, on a de plus en plus d'écoute. Notamment au niveau des directions RSE, des directions innovation, parce que ça devient aussi un levier de différenciation. Ouais. Donc, en effet, la situation n'est pas simple, mais tout n'est pas non. Non, bien sûr. On essaye de voir le verre à moitié plein ici, mais c'est presque c'est dommage d'ailleurs, hein, mais c'est presque devenu une bataille culturelle, idéologique, politique. Ouais. Et donc, pour un chef d'entreprise, c'est compliqué. Ouais. Parce que ça veut dire que d'une certaine façon, s'il affiche un engagement environnemental fort, il fait un acte politique. Est-ce que c'est ressenti comme tel? Franchement, non. En tout cas, pas dans mon écosystème. Non. Et les entreprises, se sont déjà tellement engagées dans cette voie que je ne sens pas de revirement. Et je sens au contraire que, en tout cas les grands groupes avec qui on est en relation, qu'il y a une appétence à travailler avec ces éco-entreprises. Les banques vont chercher aussi de plus en plus à avoir ces entreprises au sein de leur portefeuille. Donc, et les territoires ont envie de travailler avec des entreprises locales qui vont permettre de décarboner, de limiter l'impact du réchauffement climatique. Donc, il y a quand même cette volonté de travailler. Alors, oui, c'est pas simple, mais c'est là où on sent que les entreprises, elles sont compétentes aussi. Alors, vous parliez des banques, évidemment, l'argent, le levier majeur, celui de la finance et de l'investissement. Vous publiez l'annuaire des investisseurs de la transition écologique. Je crois que c'est 150 fonds. 150 fonds qui sont recensés par l'ADEME. Alors, de quoi on parle, précisément? C'est les fonds qui vont investir dans les startups, les PME, au sein du réseau, enfin, que l'on côtoie au sein du réseau du PEX. Le PEX, c'est à peu près 6 000 entreprises, et on estime qu'au niveau national, il y en a entre 10 et 12 000. Donc, c'est à peu près la moitié de la filière. Et en fait, c'est un observatoire
observatoire, c'est pas un observatoire, c'est un annuaire qu'on édite depuis 2014. Au départ, c'était un format papier. Et l'idée, puisque OPEX, on veut faire des outils très, très opérationnels, c'était je suis une start-up qui propose des panneaux photovoltaïques, par exemple des photovoltaïques. Je cherche un fonds d'amorçage de 400 000 euros. Quels sont les fonds qui peuvent m'accompagner dans mon développement? Voilà, c'est ça le principe. Donc, ça s'est très transformé. Précis, très concret et très utile. C'est ça. Ah, mais c'est tout à fait. Moi, je travaillais avant dans des bureaux d'études, donc j'ai toujours travaillé en entreprise. C'est vraiment fournir des informations utiles rapidement. Et ça s'est transformé en annuaire dynamique. Actuellement, il y a 150 fonds qui sont référencés. Et il y a aussi bien pour les startups les fonds d'amorçage que plus des fonds de croissance, de développement, fonds infrastructure. Et ça permet maintenant à nos réseaux, aux entreprises, d'aller piocher dedans et de se dire quels sont les fonds qui peuvent m'accompagner. Et chaque année, on met à jour cet annuaire et ça devient une sorte d'observatoire où on regarde les tendances. Et il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Enfin, en tout cas, il y en a de plus en plus qui se référencent. Et oui, parce qu'il y a quand même quelques années, on était plutôt à 80 fonds. Là, on est à 150 fonds. Et puis, il y a des structures qui deviennent des sociétés de gestion de fonds qui ont plusieurs fonds. Il y en a qui sont dédiés à la mobilité. Il y en a qui vont être sur les ENR. Il y en a qui vont être sur la biodiversité. Puisque on se rend compte aussi, par exemple, l'été dernier, il y a un nouveau fonds qui s'est créé en biodiversité, doté de 150 millions d'euros. Donc, il y a des secteurs qui intéressent de plus en plus les fonds. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. C'est, parce que là aussi, c'est une vigie qui est intéressante. Ça vous permet de voir ce qui intéresse le plus les investisseurs aujourd'hui ? Oui. Et alors, c'est quoi ? Il y a clairement le numérique durable, donc ça fait x2 en 4 ans. Il y a je parlais de la biodiversité eau, ça fait une forte progression entre l'année dernière et cette année. On va voir s'afficher. Alors, je vais donner ceux que vous affichez. Agriculture durable, eau et biodiversité, numérique durable, vous l'avez évoqué. Et puis, gestion des risques aussi. Oui, ça, et voilà. Et au départ, je me disais, mais gestion des risques, c'est risques pour les usines, non, c'est gestion, risque, adaptation, changement climatique notamment. Donc et on voit en fait que les fonds au départ, ils étaient, enfin c'est notre impression, très spécialisés et maintenant sont plus ouverts sur différents enjeux environnementaux. Oui. Tout à fait. Est-ce que c'est pas le prisme, la gestion des risques, qui est le plus audible par un chef d'entreprise, vous voyez ce que je veux dire, qui se pose des questions sur ses investissements environnementaux. Tout à fait. Je pense que ça a été aussi poussé avec la CSRD, la double matérialité, clairement. Et puis, tout à fait, qui est très intéressant à lire pour mieux comprendre aussi la stratégie des entreprises, le positionnement. Il y a aussi, au niveau des matrices de risques, dernièrement, on a intégré les risques liés au changement climatique. Il y a la Direction générale des entreprises qui a dernièrement sorti aussi une méthode sur comment mieux prendre les risques, parce que les risques climatiques coûtent cher aux entreprises et vont coûter de plus en plus cher. Donc, c'est sûr que pour un chef d'entreprise, il faut mieux les intégrer dès à présent. Il y a toute taille d'entreprise, vous nous l'avez dit. Il y a des entreprises qui sont plus ou moins jeunes. J'ai vu ça dans votre observatoire. 60% des éco-entreprises ont moins de 10 ans. Près de 30% ont moins de 5 ans. Est-ce qu'elles survivent mieux que les autres ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si vous avez le comparatif éco-entreprise et puis toutes les entreprises françaises. C'est vrai que malheureusement, toutes les startups ne survivent pas au bout de 5 ou 7 ans. Donc, est-ce qu'elles sont plus résilientes d'une certaine façon ? Elles sont plus résilientes ? Alors, j'ai deux réponses. On s'est rendu compte qu'aussi au niveau de certains de nos réseaux, notamment, dernièrement, je discutais avec un réseau qui s'appelle InnoEnergie, qui est une structure européenne sur l'énergie. Les entreprises qui accompagnent les startups ont un taux de survie de 80%. C'est beaucoup. Donc, celles qui sont accompagnées croissent plus vite. C'est aussi des informations sur lesquelles a travaillé BPI France. Donc, il faudra regarder. Il y a aussi les entreprises du ministère de l'Environnement qui s'appelle la Green Tech Innovation. C'est un label. Oui, on voit que celles qui sont bien accompagnées sont plus résilientes que les autres. Mais ça suppose d'être bien accompagné. Ça suppose d'être bien accompagné, tout à fait. C'est le rôle d'un organisme comme vous ? Est-ce que ça va jusque-là ? Nous, on ne peut pas être en relation, on est une petite équipe, on est avec 5 collaborateurs, donc on ne peut pas accompagner ces entreprises. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des outils, on a parlé de l'annuaire des investisseurs, on a ça, on a des fiches pratiques sur comment faire une levée de fonds, comment travailler avec du financement participatif, et on est là vraiment pour donner des informations utiles, concrètes, et puis faire connaître ces réseaux et donner envie aux entreprises qui sont dans les territoires de rejoindre les réseaux.
Oui. Alors, on va rester sur la question de l'investissement. 2 questions. Est-ce qu'il y a des critères pour qu'un investisseur soit référencé dans votre annuaire? Non, c'est du déclaratif. C'est du déclaratif. C'est pas nous qui référençons, et ça permet aussi... C'est pas un label, quoi. C'est pas un label, non, pas du tout. Il y a des labels qui existent, on va pas prendre... par contre, l'investisseur qui se référence précise les labels. Non, c'est vraiment... pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est plus difficile? Parce qu'on a vu que le montant d'argent disponible était plutôt en train de se réduire. Il y a peut-être, quand on voit les levées de fonds, les montants qui sont annoncés sont peut-être un peu moins importants en 2025 qu'ils l'étaient 2 ou 3 ans auparavant. Voilà. Est-ce que c'est vrai aussi pour les éco-entreprises? C'est vrai. Alors, il faudrait mieux regarder le baromètre publié par France Invest, mais il y a des fonds. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Après, il faut que les entreprises... Il y a aussi la concurrence au sein des entreprises. Donc, c'est le meilleur celui qui arrive à mieux se présenter, qui va arriver à donner envie, au fond, de travailler avec. Mais il y a quand même tout ce tissu de fonds qui existent, qui sont là pour accompagner les entreprises. Il y a aussi, rien que chez BPI, il y a 4 fonds qui s'adressent aux éco-activités. Il y a des investissements, il y a beaucoup de fonds privés. Et les dotations au niveau de ces fonds sont significatives. Est-ce qu'il y a un manque d'information? Je pense qu'il y a un manque d'information. Vous avez souvent des interlocuteurs qui vous disent, bah oui, moi, dans mon réseau, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui ne savaient pas. Ils avaient droit à ça, ou qu'ils pouvaient lever telle somme, etc. Vous avez tout à fait raison, et c'est terrible. Parce que je pense que la France fait plein de choses. Il y a énormément d'initiatives. Par contre, on a du mal à décrypter ce qui se fait. Et on voit des initiatives qui émergent de partout. Et c'est vraiment cette centralisation, cette compréhension des différents acteurs. Et c'est ça aussi le rôle de nos réseaux. Et c'est pour ça qu'on conseille vraiment aux autres entreprises de faire partie du dynamique pour leur faire gagner du temps. On a parlé beaucoup de gestion de risque, mais vous l'avez évoqué rapidement, il y a aussi le secteur du numérique durable. Oui. C'est un secteur qui voit son financement vraiment progresser très vite. Je ne suis pas compétente pour répondre sur ça. Vous n'avez pas les chiffres? Non, je n'ai pas les chiffres spécifiquement sur le numérique. Numérique durable. Durable, l'IA frugale, tout à fait, oui. C'est comment moins utiliser la ressource pour les data centers. C'est au niveau de l'énergie, au niveau de la consommation d'eau, ça consomme beaucoup pour refroidir. Au niveau de comment aussi, dans cette logique d'économie circulaire, comment la chaleur dégagée par ces data centers peut être réutilisée. Donc sous forme il y a des radiateurs intelligents, il y a des systèmes de stockage et ainsi de suite. Donc oui, sur ce sujet de numérique durable... Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est les investisseurs, c'est les secteurs qui attirent les investisseurs en éco-entreprise. Donc, s'il y a le numérique durable, c'est quoi? C'est parce qu'il y a l'anticipation d'une économie du numérique qui va exploser, notamment avec l'IA générative. Tout à fait, et on voit qu'au niveau des émissions de gaz à effet de serre, si on regarde que ça, c'est un secteur qui devient vraiment significatif. Avant, on parlait beaucoup d'avions, maintenant, on va beaucoup parler de numérique. Et donc, les entreprises qui offrent des solutions, elles vont avoir forcément une croissance forte. C'est le message que vous faites passer. Je pense. Et puis, dans le numérique durable, il y a aussi les entreprises, nos éco-entreprises, qui utilisent le numérique pour proposer des services. Effectivement. Alors, il y a le 18 février prochain, les rencontres Ecotech Innovation. De quoi on parle? Qu'est-ce qui va se passer? Justement, donc ça sera la 23e édition. L'idée, c'est de rapprocher le monde de la recherche, des éco-entreprises, des grands groupes, parce que tout le monde se parle. Et là, ça sera le sujet spécifique de la construction durable. On va parler d'économie circulaire, on va parler d'énergie notamment. Et l'idée, c'est d'avoir des pitchs de laboratoires de recherche, de start-up, et après, c'est du networking. Donc, c'est très concret, c'est des pitchs qui durent 5 minutes, et ça fonctionne vraiment bien. Donc, c'est mettre en quoi? En relation des entreprises, c'est connecté, avec quoi? Avec des chercheurs? Avec des chercheurs, des laboratoires universitaires, c'est tout à fait ça. Qui va intervenir? Il y a des chercheurs du CNRS, des chercheurs de l'école des ponts. Donc, on est en train de finir le comité de sélection. C'est un peu trop tôt. Ma question vient trop vite. Ça sera diffusé la semaine prochaine. Et puis, oui, on a mis en place un comité de sélection. C'est ça que c'est faire aussi le PEC. C'est l'ensemble de nos réseaux nous font remonter des solutions. Puis après, on choisit celles qui sont les plus pertinentes au regard du sujet qu'on va présenter. Je parlais de bataille culturelle. Ça veut dire qu'il y a encore des citoyens qui cherchent des solutions basées sur la science. Heureusement. Oui.
Ouais. Dernière question sur un autre événement que vous organisez, c'est au mois d'avril, le Forum national des éco-entreprises. Alors c'est dans longtemps, mais qu'est-ce qui va se jouer là? C'est dans longtemps, ça arrive vite. Ouais, Alors c'est notre grand événement annuel. Déjà le compte à rebours. Ouais. Ouais. C'est un événement qui nous demande beaucoup de temps parce que c'est en même temps une convention d'affaires, puisque ce qui fonctionne, ce sont les rendez-vous en B2B. Donc, entre porteurs de solutions et acteurs en recherche de solutions, il y a également des investisseurs qui sont là, il y a des structures d'accompagnement. En parallèle, il y a des vitrines de l'innovation. On va faire pitcher les entreprises thématiques par thématique, donc dans l'eau, la biodiversité, l'économie circulaire et déchets, l'énergie, la ville et la construction durable. Et puis, en parallèle, il y a des ateliers pour accompagner le développement ou l'accompagnement des éco-entreprises. Donc, tout ça en une journée, avec la remise de trophées. Et c'est très, très dynamique. Il y a à peu près 500 participants. C'est notre événement phare. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'on a 100% de satisfaction sur cet événement. Merci beaucoup, Florence Jasmin, d'être venue nous présenter le PEX Partenariat pour l'excellence des éco-entreprises. Merci. C'est le sens de cet acronyme. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup, comme tous les jours, dans Smart Ideas, une startup engagée en pleine lumière.